J'ai l'honneur de recevoir mon ami Emmanuel Leroy, qui connaît bien la Russie, qui va nous parler des causes secrètes mais réelles du conflit dans le Donbass. Alors ça recoupe quelques conférences qui ont eu lieu ici précédemment, entre autres celle du professeur Arignon sur Vérité sur l'Ukraine. C'était les mémoires du général Volkonsky, qui était un général de l'armée impériale, un général blanc, puis qui est devenu, par les hasards de la Providence, prêtre catholique de rite byzantin à Paris. Et il avait écrit, lors de la guerre civile contre les bolcheviks, un livre de justification sur l'Ukraine, en montrant bien que, historiquement, l'Ukraine était le berceau de la Russie. Car le conflit idéologique remonte à loin, l'école de Vienne. Les Allemands, depuis le XIXe siècle, ont essayé de démontrer que les Ukrainiens n'étaient pas de la même race, et prenons ça dans le sens noble du terme, que les Russes, que c'était pas la même langue, ainsi de suite. Donc il y a une constante dans l'histoire. Et aujourd'hui, que voit-on? Quelques républiques qu'on appelle autoproclamées. Alors regardez éventuellement sur notre site la conférence d'un professeur de droit et avocat à Montpellier, Identité nationale et droits de l'homme. Bien sûr, remettre en question les frontières de 1945 pose de nombreux problèmes, sauf quand ça arrange la puissance américaine. On peut le penser comme cas d'école, hélas, à l'ancienne Yougoslavie. Quant à l'Ukraine, il est évident que si les mafieux qui sont au pouvoir à la solde des Américains dans ce pays avaient été conscients des réalités, ils auraient admis une large autonomie de certaines régions, un régime fédéral. Hélas, ça n'a pas été le cas, et il est évident que le conflit ne pourra que durer. Et peut-être la conférence que vous allez entendre, vous en souviendrez dans quelques jours. Il faut savoir que présentement, les forces ukrainiennes sont massées aux abords de la République de Donetsk et du Donbass, et que ça peut être un embrasement au moins limité. Et malheureusement, il y a quelques jours, il y a une réunion de l'OTAN. Alors Hollande, qui ne sais pas pour quelle aspiration, certainement pas du Saint-Esprit, parce que je pense qu'il est absolument hermétique, a dit que c'était pas les Américains de dicter la politique de la France vis-à-vis de la Russie, que la Russie n'était pas notre ennemi, ni notre adversaire, n'empêche. Bon. Donc, il est évident que ce conflit ne s'arrêtera pas, ne sera pas résolu d'une manière pacifique. Alors, il faut savoir, par exemple, du point de vue purement de la géopolitique ecclésiastique, que le Vatican a essayé de modérer les uniates. D'ailleurs, je l'ai dit sur la radio Pravda, sur la télévision Pravda la semaine dernière, pour différentes raisons. Alors, c'est vrai que l'Ukraine de l'Ouest a toujours penché vers l'Occident. Toujours. C'est vrai que la Russie paye d'un certain côté ses péchés antérieurs. Je connais pas mal de Roumains qui pensent exactement pareil que le patriarche Kirill, qui se réjouissent même de son attitude. Seulement, il y a le contentieux historique. Il serait bon que les mémoires puissent se réconcilier. Mais à vous, cher ami. Merci, mon frère, pour cette introduction. Donc, le thème de la conférence, vous l'avez vu, donc vous l'avez reçu, où il est passé par bouche à oreille.
C'est donc un exposé sur les causes profondes de la guerre dans le Donbass, mais au risque de vous surprendre, je dirais que cette conférence aurait tout aussi bien pu s'appeler les causes profondes de la guerre en Yougoslavie, les causes profondes de la guerre en Afghanistan, les causes profondes de la guerre en Somalie, car toutes ces guerres sont, de mon point de vue, liées, reliées depuis de longues années. Et tant qu'on n'a pas pris la conscience de cette perception du monde, tant qu'on n'a pas compris véritablement à qui nous avons affaire, il ne sert à rien de se battre. On n'aura pas identifié véritablement l'ennemi qui se trouve derrière les marionnettes qui sont éventuellement actionnées pour agir par procuration. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, et en guise de préambule, je vous dirais qu'il y a deux raisons majeures, de mon point de vue, de nous réjouir en cette année 2016. La première, c'est que grâce à Philippe de Villiers, l'anneau que portait Jeanne d'Arc est revenu en France. Vous allez me dire quel rapport avec le Donbass? C'est très directement lié de mon point de vue. Et je crois que c'est une grande victoire qui montre comment un peuple extraordinairement mercantile peut aller jusqu'à vendre un objet symbolique d'une importance capitale uniquement pour le profit et s'apercevoir après qu'il a fait une bêtise en essayant à toute force de le récupérer, mais il est trop tard. C'est un symbole qui paraît intéressant. Le deuxième symbole plus récent et qui me paraît illustrer ce basculement, à mon avis beaucoup plus important que le Brexit, c'est l'extraordinaire humiliation qu'ont connue les Anglais pendant l'Euro 2016 en ayant été éliminés par une équipe islandaise. Je rappelle que l'Islande est une île, un peuple de 300 000 habitants et que l'Angleterre a été ignominieusement éliminée de cet Euro de football. Je n'ai pas vu le match, je vous rassure, le football ne m'intéresse pas, mais rien qu'à entendre cette excellente nouvelle, j'ai passé une excellente soirée ce jour-là et je m'en réjouis. La raison pour laquelle nous nous sommes intéressés au Donbass, avec ma compagne ici présente, c'est que depuis 2 ans que cette guerre a éclaté, vous avez vu comme moi, même si les médias occidentaux sont peu amenés à montrer la réalité de ce qui se passe, quand on cherche, notamment sur Internet, la vérité, on arrive à trouver de l'information véritable. Et nous avons été révulsés par cette guerre quotidienne, à laquelle faisait encore allusion à l'instant frère Thierry, puisque vous avez peut-être vu pour certains qui s'intéressent à ce sujet, que effectivement les troupes de Kiev ont amené une quantité impressionnante de matériel lourd, des canons, de l'artillerie, des mortiers, des tanks, juste sur la ligne de contact avec les républiques du Donbass, manifestement pour une offensive qui pourrait démarrer cette nuit, comme demain, comme dans 15 jours ou dans un mois, mais qui très probablement va se dérouler cet été, tant et si bien que, bien évidemment, c'est souvent l'été que l'on agit dans l'ignominie, pendant que les gens ont l'esprit détourné par les vacances. Donc nous avons été véritablement meurtris quand on a vu ces images de civils, de jeunes femmes, de vieillards, d'enfants sous les bombes depuis donc, le mois de mai 2014. Et cette situation nous a amené à créer une association qui s'appelle Urgence Enfants du Donbass et à laquelle je ne peux que vous inviter à vous rapprocher. Vous la trouverez sur Internet. Nous avons un compte Facebook grâce à des jeunes gens donc fort efficaces qui gèrent ce site sur ce réseau social. Et nous essayons d'apporter, autant que faire se peut, un soutien humanitaire donc aux enfants du Donbass. Nous avons déjà fait 3 missions dans cette république de Donetsk depuis l'année dernière. Nous sommes allés 3 fois là-bas. Je peux vous dire que c'est impressionnant. C'est un pays en guerre. On ne s'en rend pas compte parce que TF1 n'en parle pas, Antenne 2 non plus, enfin France 2, ni les autres médias officiels, mais c'est une guerre réelle et d'autant plus sournoise et terrible que c'est une guerre donc à bas bruit. C'est-à-dire que sauf les épisodes très intenses que l'on a connus jusqu'en l'année dernière, surtout l'été dernier, en août 2015 en particulier, c'est une guerre à bas bruit où des dizaines ou des centaines d'obus sont lâchés un petit peu au hasard sur les populations civiles essentiellement, de manière à les décourager, de manière à les inquiéter, de manière à les contraindre à partir. C'est une guerre d'usure, c'est une guerre hybride, comme disent les spécialistes de ces questions-là. C'est une guerre où les civils sont mis en cause, sont choisis comme cible pour faire pression sur les autorités politiques.
Et c'est pour moi absolument inacceptable de voir que des enfants tombent et meurent chaque jour sous les bombes à Donetsk. Et c'est une des raisons pour laquelle nous y avons été donc à 3 reprises. Le fait d'y aller à 3 reprises ne me rend pas, je vous le dis tout de suite, tant qu'il y a au risque d'en décevoir certains, je ne suis pas un spécialiste de la Russie, ni encore moins du Donbass. Donc ce n'est pas 3 séjours dans le Donbass qui m'ont rendu spécialiste de cette région. Simplement, donc, la conférence que je vais, enfin l'exposé que je vais faire devant vous tout à l'heure a été donc l'occasion pour moi d'amener un certain nombre d'idées que je vais vous exposer, et qui a été donc émise donc à l'université de Donetsk en mai dernier, donc c'était pas très vieux, devant les différents responsables de la République populaire de Donetsk. Et ça a été l'occasion pour moi d'exposer pour nos amis russes, ou nos amis novorussiens, puisqu'on n'est pas en Russie là-bas comme vous le savez, des idées personnelles qu'on a peu l'habitude de voir dans les commentaires officiels, vous ne les verrez pas dans les livres d'histoire, ni dans tout ce qui est académique d'une manière générale. Mais c'est en tout cas ma vision des choses, donc les causes profondes de la guerre dans le Donbass. Donc je vais essayer dans cet exposé de vous présenter ma vision de la guerre que l'Occident mène dans le Donbass depuis bientôt 2 ans, par l'intermédiaire de ses supplétifs de Kiev ou par les mercenaires venus du monde entier pour casser du Moscal, comme certains disent à Lvov. Je dis bien Lvov et non pas Lviv, comme vous avez remarqué, pour les spécialistes. La grande erreur, de mon point de vue, serait de s'en tenir aux apparences, et même de celles qui ont été peu médiatisées, du moins en Occident. Ainsi, par exemple, tous ici, nous savons, grâce à Madame Victoria Nuland, du département de secrétariat d'État aux États-Unis pour les affaires étrangères, que les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars depuis 1991 en Ukraine. Officiellement, cet argent a été investi pour, je cite Mme Nuland, favoriser la participation citoyenne et la bonne gouvernance et aider l'Ukraine à devenir prospère, sûre et démocratique. Il est certain que lorsqu'on vient en Ukraine aujourd'hui, on voit partout la prospérité, la sécurité et la démocratie. Je ne connais pas, pour être franc, le détail de l'affectation de ces 5 milliards de dollars, mais j'ai observé que pendant ces années post-soviétiques en Ukraine, comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie, on avait vu de nombreux pasteurs évangélistes venir convertir les populations, car la propagande religieuse est une des armes qu'utilisent les anglo-saxons pour subvertir les esprits. Une partie de ces 5 milliards a certainement été utilisée aussi pour transformer les manuels scolaires, les ukrainiser, afin de favoriser l'émergence d'un sentiment national ukrainien qui se dresserait contre Moscou ou tout ce qui pouvait représenter l'âme russe. De la même façon, ont dû être financés par Mme Albright, M. Soros et leurs amis, des associations culturelles ou religieuses pour développer les sentiments anti-russes. Depuis l'élection de Leonid Kravchuk en 1991 et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant un quart de siècle, les Américains auraient donc investi 5 milliards de dollars pour arracher l'Ukraine à la sphère d'influence de Moscou. Cet argent aura été employé dans les sphères politiques, religieuses, artistiques et culturelles, économiques, afin d'influencer les esprits et de provoquer des mutations profondes dans la pensée des gens par la réécriture de l'histoire. La désinformation, l'occultation de certains faits ou la déformation de ceux-ci. Voilà très exactement la définition de ce que les Américains appellent eux-mêmes le soft power. Ce concept, développé dans son livre Bound to Lead par le professeur américain Joseph Nye dans les années 90 du siècle dernier, soutient qu'il est possible d'affirmer sa puissance aujourd'hui par la persuasion et la contrainte douce, sans avoir à utiliser d'emblée la puissance militaire ou les moyens de rétorsion. Mais comme les Américains n'ont gardé de leur médiocre mythologie et de leur courte histoire que les bagarres entre les cow-boys et les Indiens, ils ont donc ajouté à ce concept de soft power celui de smart power, ou pouvoir intelligent, c'est-à-dire une combinaison de la force pure, comme on l'a vu en Afghanistan, en Irak, en Libye ou en Syrie, et de la contrainte qui peut s'appliquer par exemple sous la forme de sanctions économiques, comme celles dont souffre la Russie aujourd'hui, ou comme l'ont subi des pays comme l'Iran ou Cuba, et bien d'autres encore. Mais ces méthodes de soft power peuvent aussi s'appliquer aux alliés, je dirais plutôt aux vassaux, c'est-à-dire à des pays comme la France, à qui on interdira de vendre des bateaux à la Russie, en violation totale de toutes les règles du droit commercial et du droit international d'ailleurs,
et à qui on infligera des sanctions financières colossales, comme l'amende de 9 milliards de dollars imposée à la Banque nationale de Paris, au motif qu'elle avait couvert des transactions commerciales avec l'Iran, interdites par les USA, et au motif qu'elle avait utilisé, c'est ça l'argument juridique, qu'elle avait utilisé des dollars pour ce faire. Bref, comme nous le voyons, ce qu'ils appellent le soft ou le smart power ressemble beaucoup aux méthodes de la mafia, où il faut faire beaucoup de révérence aux parrains pour qu'il vous laisse manger votre os dans votre gamelle et qu'il vous brise les reins si vous l'offensez ou s'il estime tout simplement qu'il doit vous voler ce que vous possédez. Mais revenons à la notion de temps. On disait tout à l'heure que les Américains se vantaient d'avoir investi 5 milliards depuis 1991. Une première impression serait de se dire qu'ils travaillent vraiment sur le long terme et qu'il y a au département d'État à Washington ou au Pentagone des hommes et des femmes en place depuis l'élection de George Bush père qui ont une haine rabique de la Russie et qui continuent année après année de porter des coups aux descendants d'Ivan le Terrible. Mais cette première impression, même si elle n'est pas fausse, est largement insuffisante de mon point de vue pour comprendre la véritable nature des ennemis de toutes les Russies. Nous allons voir tout à l'heure que les prémices de cette lutte pour la domination du monde, car c'est bien de cela dont il s'agit, remontent beaucoup plus loin que les années 90 du siècle dernier, et même de mon point de vue, elles remontent à bien avant la guerre froide. Nous étions en février dernier avec des amis qui ne sont pas là ce soir, donc que certains connaissent d'ailleurs. Il s'agit de Xavier Moreau et de Nicolas Mirkovitch, deux amis russophiles, invités par le prestigieux Institut russe d'analyse stratégique pour une conférence bilatérale, franco-russe, donc sur la lutte contre le terrorisme. Et dans mon intervention, j'ai tenté de démontrer que la lutte contre le terrorisme nous ramenait inéluctablement vers ceux qui en sont les promoteurs et qui utilisent la haine des musulmans salafistes contre tout ce qui n'est pas l'islam pour déstabiliser les sociétés que les USA ont décidé de détruire. J'en veux pour preuve cet extraordinaire aveu paru dans le New York Times du 23 janvier 2016. Ça, c'est vraiment une date que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est facile à vérifier. Et il faut le reconnaître, les anglo-saxons ont un certain courage pour pouvoir publier ce dont ils sont capables, ce qui nous permet d'assister parfois à des choses assez extraordinaires. Mais là, vous pouvez, en allant chercher sur Internet, New York Times, 23 janvier 2016, vous allez trouver l'article en original, bien sûr, que je vais vous citer, traduit en français. Donc je cite. « Lorsque le président Obama a secrètement autorisé la Central Intelligence Agency à commencer à armer les combattants rebelles de Syrie, je vous renvoie à n'importe quelle émission sur le sujet, hier, aujourd'hui ou la semaine dernière, sur l'absence de responsabilité des Américains dans ce conflit. Donc je répète, lorsque le président Obama a secrètement autorisé la Central Intelligence Agency à commencer à armer les combattants rebelles de Syrie en 2013, l'agence d'espionnage savait qu'elle aurait un partenaire disposé à aider à financer l'opération clandestine. C'était le même partenaire sur lequel la CIA s'est appuyée pendant des décennies pour son argent et sa discrétion dans les conflits lointains, le royaume d'Arabie Saoudite. Je continue la citation. Depuis lors, la CIA et son homologue saoudienne maintiennent un accord inhabituel pour la mission d'entraînement des rebelles, à laquelle les Américains ont donné le nom de code de Timber Sycamore. Avec cet accord, je cite toujours la citation, selon d'actuels et anciens hauts fonctionnaires, les Saoudiens fournissent à la fois des armes et de grosses sommes d'argent, et la CIA dirige l'entraînement des rebelles au maniement des fusils d'assaut AK-47 et des missiles anti-chars. Je continue la citation. Le soutien aux rebelles syriens n'est que le chapitre en cours d'une relation qui dure depuis des dizaines d'années entre les services d'espionnage d'Arabie Saoudite et les États-Unis. Une alliance qui a traversé le scandale Iran-Contra, le soutien des Moudjahidines contre les Soviétiques en Afghanistan et les combats par procuration en Afrique. Je continue la citation. Ils ont compris qu'ils ont besoin de nous et nous comprenons que nous avons besoin d'eux, a déclaré Mike Rogers, originaire du Michigan, ancien membre républicain du Congrès. Je continue la citation. Les hauts fonctionnaires n'ont pas révélé le montant de la contribution saoudienne, bien plus importante que celle des autres nations, au programme d'armement des rebelles contre l'armée du président Bachar el-Assad, mais on estime le coût total de l'armement et de l'entraînement à plusieurs milliards de dollars. Fin de citation. Je vous laisse méditer un instant cet extraordinaire article
qui ridiculise complètement tous les discours des journalistes occidentaux affirmant que les Américains n'ont strictement aucun contact et aucun rapport avec le conflit qui se déroule actuellement en Syrie, sauf bien sûr à être dans le bon camp, ça va de soi. Pourquoi parler du terrorisme et de la guerre en Syrie dans une intervention consacrée aux racines de la guerre dans le Donbass? Eh bien tout simplement parce que ces événements sont liés. Derrière les extrémistes de Pravi Sector ou les mercenaires polonais, baltes ou anglo-saxons envoyés par le régime fantoche et illégitime de Kiev, il y a les mêmes ONG, les mêmes banques internationales, les mêmes sociétés multinationales, les mêmes citernes de pensée, comme on dit, parce qu'on n'est pas radio courtoisie, mais comme les think tanks pour les amateurs, que ceux qui opèrent en Syrie, au Yémen ou en Libye aujourd'hui, ou qui intervenaient en Tchétchénie et en Géorgie hier. Mais toutes ces actions terroristes, ces révolutions de couleur, ces renversements de régime, ce ne sont que les symptômes aigus d'une pathologie bien plus grave et bien plus enquistée dans le monde, et que j'ai baptisée l'idéologie anglo-saxonne. Et cette idéologie a pris racine en Angleterre voilà de nombreux siècles. Qu'est-ce que l'idéologie anglo-saxonne et comment est-elle née? Il faut pour cela remonter, à mon avis, à la période élisabéthaine de la monarchie anglaise, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Cette époque est marquée par les guerres de religion, initiées par l'irruption du protestantisme et par l'affrontement de la monarchie française avec la dynastie des Habsbourg sur la scène européenne. En 1600, retenez bien ce chiffre parce qu'il est peu connu et il permet de comprendre un certain nombre de choses. En 1600, l'Angleterre ne compte que 4 millions d'habitants, quand la France, à la même époque, en compte près de 20 millions. Cette faiblesse démographique, comparée aux puissances continentales de l'époque, France et Empire des Habsbourg, et bien sûr Russie, en filigrane, en devenir, et la menace extrême qu'a représentée la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'invincible armada du roi d'Espagne Philippe II, est probablement à l'origine de la politique suivie depuis lors par les élites britanniques, c'est-à-dire la politique du faible au fort, à savoir provoquer la division et l'affrontement chez tous leurs ennemis potentiels. Leur seul atout était la puissance maritime. Il leur faudra l'exploiter à fond, par tous les moyens, notamment la piraterie et le commerce, qui sont deux notions parfaitement liées, en tout cas chez les anglo-saxons. Le grand rêve de puissance et d'hégémonie mondiale des Anglais est né, selon moi, au retour de l'expédition autour du monde du pirate Francis Drake, le 26 septembre 1580, où la part du butin volé aux Espagnols est réservée à la reine Élisabeth, donc la moitié des prises, représentait selon certaines sources 1,5 fois le budget annuel du royaume. 1,5 fois le budget annuel du royaume. Imaginez, pour vous donner un ordre d'idée, qu'aujourd'hui un pirate français ramène 3 000 milliards d'euros et l'offre à Hollande en disant « Tiens, président, voilà, je t'amène ton budget pour l'année. » Vous imaginez, c'est à peu près de cet ordre-là. Toutes choses égales par ailleurs, bien évidemment. Francis Drake est probablement devenu, après ses exploits, le modèle à suivre. Et parmi ses nombreux admirateurs, un en particulier mérite d'être retenu, le fameux William Raleigh, mêlé à la controverse de l'école de la nuit, et donc probablement à l'origine de ce qui allait devenir plus tard la franc-maçonnerie, car il est le premier, selon les sources auxquelles j'ai eu accès, à avoir conceptualisé l'hégémonie anglo-saxonne sur le monde. Alors il entra en disgrâce à peu près à cette époque-là aussi, mais il y a eu à cette époque, dans cette école de la nuit, des relations entre des personnalités comme Shakespeare, comme Spencer, comme William Raleigh, qui ont véritablement développé l'idéologie impériale anglo-saxonne pour que ce petit pays de 4 millions d'habitants devienne le primus inter pares et devienne le premier par tous les moyens possibles et imaginables, y compris les plus immondes. Pour en revenir à Francis Drake, à William Raleigh, ce gentilhomme, qui était probablement athée, un peu pirate lui aussi d'ailleurs, un peu aventurier, et qui finit d'ailleurs décapité à la Tour de Londres, eut le temps d'écrire avant sa mort un ouvrage intitulé en toute simplicité l'Histoire du monde, et dans lequel il affirme, je cite, « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce tient la richesse, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même. » Vous pouvez chercher dans tous les ouvrages de référence à l'époque, en Italie, en France, en Prusse, en Bavière, en Russie, aucun intellectuel ne parle de dominer le monde. Aucun intellectuel, on ne trouve aucune trace de volonté d'arraisonner le monde. Je me dirais, je ne suis pas Pic de la Mirandole, donc c'est à peu près la même époque, mais je n'ai pas tout lu, je ne connais pas tous les auteurs de l'époque, mais je n'ai jamais rien vu de tel rapporté dans ce que je crois connaître de l'histoire de cette époque.
Donc c'est là, à mon avis, à partir de la prise de conscience de cet exploit de piraterie exceptionnel, qu'est née cette idée de parvenir à la suprématie mondiale par la puissance maritime et l'accaparement des richesses d'autrui. Mais cette idée véritablement révolutionnaire, et c'est là la grande originalité, s'est transmise de génération en génération à travers les siècles dans le monde anglo-saxon, par deux sources, souvent liées d'ailleurs, une source exotérique universitaire et une source ésotérique franc-maçonne. Je pense que ces deux mondes, dont le monde anglo-saxon, sont parfaitement interconnectés. Et cette source, cette preuve, on la retrouve quelques siècles plus tard, notamment chez le Britannique Mackinder, dont la formule maîtresse est, elle va ressembler beaucoup à la précédente, qui tient l'Europe orientale, tient le Heartland, qui tient le Heartland domine l'île mondiale, qui domine l'île mondiale domine le monde. Et on retrouve la domination du monde. Et cette phrase, ce concept plus précisément, s'est transformé chez l'américain Spikeman dans la formule plus ramassée, mais à la même finalité, qui contrôle le Rhineland, gouverne l'Eurasie, qui gouverne l'Eurasie, contrôle les destinées du monde. Devinez où se trouve le Donbass, en plein cœur du Rhineland, qui entoure la Russie. Ce qui est donc extraordinaire, c'est qu'à 3 siècles de distance, ces 3 personnages partagent tous l'idée de domination du monde. Et c'est là véritablement qu'il faut comprendre la nature profonde de cette idéologie anglo-saxonne. C'est en toute simplicité l'hégémonie totale sur les affaires du monde, ce qu'ils appellent, d'ailleurs aujourd'hui sans s'en cacher, open source, la gouvernance mondiale. Ils le disent ouvertement, nous voulons la gouvernance mondiale sur les affaires du monde, et qui n'est que la continuation du grand jeu dont parlait Rudyard Kipling au XIXe siècle, Rudyard Kipling, grand maçon devant l'éternel. Et dans ce grand jeu, la plupart des grands acteurs de la scène mondiale ont été vaincus les uns après les autres, souvent par procuration, par le petit peuple britannique qui ne comptait que 4 millions d'individus il y a à peine 4 siècles, et qui a essaimé à travers le monde, à travers ce qu'ils appellent eux-mêmes les Five Eyes, les pseudopodes du Commonwealth et de la Grande Amérique. Et les Five Eyes, c'est donc le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. C'est les 5 partenaires du réseau échelon qui écoutent et qui surveillent tout le monde. Voilà les Five Eyes qui continuent à très bien fonctionner. Voilà mes chers amis, les raisons pour lesquelles des obus explosent tous les jours dans le Donbass et tuent indifféremment des hommes, des femmes et des enfants. Ce n'est pas une guerre civile, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, entre Ukrainiens de l'Est et Ukrainiens de l'Ouest. C'est la suite de la guerre de Crimée de 1856, des 2 guerres mondiales et de beaucoup d'autres. Bref, c'est la poursuite du grand jeu de Kipling qui ne cessera que le jour où l'idéologie anglo-saxonne aura triomphé, ou plutôt ce que j'espère, aura été vaincue. La Russie, de mon point de vue, représente aujourd'hui le dernier point de résistance contre l'empire anglo-saxon et ses métastases. Le Donbass est au poste de cette guerre, aux avant-postes de cette guerre sans merci. Je vous remercie pour votre attention. Donc à votre disposition, bien sûr, pour des questions. Je ne suis pas historien, je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas un spécialiste du Donbass non plus, ni de la Russie, malgré ce qu'on a dit les frères Thierry, mais je commence à avoir un certain âge, ainsi que le montrent mes cheveux blancs et ma barbe blanche aussi, donc un peu vécu, un peu lu, comme certains d'entre vous ici d'ailleurs, et donc très curieux de la vie, très curieux des hommes et des idées qui mènent le monde. C'est ce qui m'a amené à émettre cette hypothèse qu'on rencontre peu, donc, parce qu'elle est profondément iconoclaste, elle est profondément politiquement incorrecte. J'ai eu le plaisir de les mettre devant vous, donc devant d'autres auditoires, notamment russes, qui apparemment donc, ont l'air assez en symbiose avec ce type de vision. Mais si vous avez des critiques à faire ou des éléments complémentaires ou antinomiques à apporter, je les écouterai avec plaisir et on essaiera de prolonger la discussion ainsi. À vous la parole. Et s'il n'y a pas de questions, on peut boire un coup. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement français par rapport aux événements en cause actuel? On a qui nous Alors, si vous faites allusion à la phrase à la saillie, je veux dire, de François Hollande à Varsovie, disant que, si j'ai bonne mémoire, que la Russie était un pays ami et qu'il n'était nullement question d'entrer en guerre avec lui, en substance, si je traduis à peu près les propos que j'ai retenus, je ne peux qu'être, pour une fois, et c'est assez rare, je dois le reconnaître, en accord avec lui.
mais comme dans le même temps, il expédie 150 soldats en Estonie pour participer aux opérations de l'OTAN de containment et de provocation contre la Russie, je crois qu'on a affaire là encore à un Tartuffe qui, d'un côté, essaye de préserver le peu que la France peut encore conserver dans des relations amicales France-Russie, donc en tenant un discours voyez mes ailes, et dans la réalité, donc bien évidemment inféodé comme l'était Nicolas Sarkozy à Washington, ayant une attitude et des actes, des gestes totalement antinomiques de ce qu'il prétend dans un discours d'amitié prononcé vis-à-vis de la Russie. Donc je crois qu'on a affaire à des politiques de piètre envergure, hélas, donc ce n'est pas un scoop, ce n'est pas très original de dire cela, donc depuis de nombreuses années en France, donc les politiques que nous avons sont de plus en plus médiocres, et à chaque fois on a le sentiment qu'on a touché le fond, et malheureusement, donc après Sarkozy, on peut encore avoir des Hollande et faire encore pire que le précédent, ce qui ne semblait pas imaginable. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si derrière était également la question du Mistral, il est évident que celle-ci, cette affaire du Mistral est une affaire lamentable, où là encore, donc, on observe là, le degré total de vassalité de la pauvre petite classe politique française à l'égard de ses seigneurs et maîtres, il n'y a pas d'autre terme, et il est évident que nous nous sommes ridiculisés, que nous avons une fois de plus, hélas, trahi la parole de la France, et que nous n'avons pas, c'est le moins qu'on puisse dire, donc œuvré pour l'amitié franco-russe dans cette lamentable affaire. Voilà, c'est... Pour quelle raison? Pour quelle raison la France n'a pas de... Parce que je crains, cher monsieur, hélas, que la France n'a plus de véritable souveraineté. Donc, d'ailleurs, Vladimir Poutine ne s'est pas privé de le dire à plusieurs reprises à ses interlocuteurs français lorsqu'il les rencontre dans des cadres internationaux, en leur disant je n'ai aucun intérêt à discuter avec vous, puisque de toute façon, vous prenez vos ordres à Washington. Très bien. Mais ils ne prennent pas seulement leurs ordres à Washington. C'est que, comme on le sait, et c'est la raison pour laquelle, finalement, les autorités françaises n'ont pas voulu passer outre, c'est qu'il y a à l'intérieur des bateaux qui devaient être livrés à la Russie un certain nombre de procédés techniques et autres qui ont été empruntés aux États-Unis, que les États-Unis nous ont communiqués, avec l'interdiction, bien entendu, de les revendre sans leur autorisation. J'ai entendu effectivement parler de cela. Donc, alors, cela étant, donc, sur les technologies, oui. Donc là, il y a peut-être des spécialistes qui pourront répondre. Oui, je suis assez sceptique sur cette. Je suis assez sceptique concernant cette explication. Ça me semble être une désinformation. Je peux me tromper, mais ça ressemble à une désinformation atlante. On ne voit pas les Américains livrer leur technologie à la France. Alors, maintenant, cela dit, je ne sais pas. De toute façon, je pense que Hollande aurait parfaitement pu passer outre s'il l'avait voulu. Alors, c'est autre chose. Mais cela dit, il y a cet aspect qui est non négligeable et qui est une des raisons principales de la décision qu'on peut regretter. Je pense que nous sommes plus en avance que... Oui, non, je suis assez pardonnez-moi monsieur, mais je serai, sans vouloir vous offenser. Non, moi, Ah, bah dans ce cas-là, vous me faites plaisir. Alors. Bon, non, mais comment dirais-je, je partage assez volontiers l'avis de mon vis-à-vis sur l'avance technologique française en matière maritime, de technologie maritime notamment donc sur le plan cybernétique en particulier, et sur le plan brouillage et maîtrise des outils, on va dire, de haute sophistication. J'en veux pour preuve l'affaire lamentable, et ça permettra de répondre plus au fond à la question de Nicolas Tandler, l'affaire lamentable de la vente des sous-marins à l'Australie, où manifestement nous vendons, ou plutôt nous bradons, pour un prix dérisoire, bien moins élevé que les chiffres qui ont été lancés dans la presse. Nous avons bradé des années d'avance technologique en matière maritime, et notamment de sous-marins, que les Américains, les Anglo-Saxons d'une manière générale ne possédaient pas. Et plutôt que de vendre de manière éhontée à l'Angleterre ou l'Amérique, on passe par l'Australie en pensant que on y verra du feu, mais nous avons bradé notre savoir-faire et notre technologie aux Anglo-Saxons pour une poignée de figues. Alors si je peux me permettre, il y a une autre chose dont personne ne parle, c'est qu'on sait bien que ce type de contrat d'armement donne lieu à des commissions
et à des rétro-commissions. Or, il est évident que si ce marché a été passé à l'époque de Nicolas Sarkozy, la rétrocommission ira à l'adversaire politique de M. Hollande. Donc je pense qu'il y a là une conjonction, je pense que c'est multifactoriel. Il y a une conjonction, nous sommes les vassaux des Américains, nous avons effectivement pas de liberté d'action. Hein, les Américains peuvent très facilement faire pression sur nous. Vous ne voit pas qu'on soit en retard sur les Américains, qu'on leur achète quoi que ce soit en technologie. Prenons un exemple, hein, le Rafale est certainement l'un des meilleurs avions au monde actuellement, guère que les avions russes qui puissent rivaliser, et les Polonais préfèrent acheter des F-16, donc on voit bien comment les choses se passent, les contrats d'armement. Après avoir laissé entendre à la France que Oui. si elle refusait de livrer le Mistral à la Russie, eh bien, on lui achèterait effectivement les avions Voilà. que la Pologne n'a pas achetés. C'est complètement débile. Et comme par hasard d'ailleurs, on avait un contrat de vente de Rafale avec l'Inde, hein, et comme l'Inde ne s'entend pas trop avec la Chine, que la Chine ne s'entend pas trop avec les États-Unis, eh ben finalement, on n'a pas vendu de Rafale. Donc je ne veux pas établir de lien, je constate. Donc tout cela me paraît, je suis moi-même un ancien militaire, et je connais un peu ces questions. Je ne crois pas vraiment à cette hypothèse. Mais Tout le monde est ancien militaire à sa façon, certainement. En ce qui concerne cette question, vous êtes certainement au courant que la société américaine avait passé, que les Iraniens avaient passé commande à la société américaine qui fabrique les concurrents d'Airbus, et que Airbus avait également passé commande. Et que ces commandes sont interrompues et gelées parce que, pour quelle raison? je ne sais pas, vous allez me dire. Parce que les Américains mettent un blocus sur la livraison de ces avions en raison des éléments techniques que ça comporte, comme pour le Mistral. Non mais d'accord. Alors, je comprends mieux ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que les éléments techniques en question sont effectivement, c'est vrai que nous sommes, nos frégates sont à la pointe, furtives sont à la pointe de la technologie. Donc effectivement, fournir à un adversaire des Américains une technologie qui mettrait, qui renforcerait la puissance militaire russe, ça, d'accord. Les Américains font évidemment pression sur quelqu'un comme Hollande, qui fait partie des Young Leaders, et qui est sur la liste des Young Leaders, et qui est aux ordres de Washington, ou plus exactement des banksters qui dirigent le monde à partir de Wall Street. Hein, parce que Obama, c'est la marionnette. Mais là, je vous suis. Mais pas parce que les Américains ont une technologie meilleure que la Non, nôtre. mais je parle actuellement des avions ultra perfectionnés que fabriquent les Américains et que fabriquent Airbus, et sur lesquels les Américains viennent de mettre une interdiction d'exporter à l'Iran. Oui, Ça, l'Iran. c'est actuel. Oui, l'Iran. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc, sur le... Oui, moi j'ai une question, mais c'est la suite de votre année 1600. De mon année 1600. Ah pardon, oui. Oui, la suite de votre année 1600 par rapport à la domination des anglo-saxons. Oui. Et là, vous avez parlé du point de vue économique, alors le point de vue de la langue anglaise. Alors elle suit, la langue suit l'économie ou elle est avant l'économie? Je pense que la langue suit le politique. La langue suit le politique et la puissance. Que la langue, là, il y a une... Oui, mais enfin donc les Anglais et donc ensuite les Anglo-Saxons, parce qu'en fait il faut vraiment voir ce monde-là comme étant transfrontière. C'est le monde de la thalassocratie, c'est vraiment le monde de la mer. Donc c'est un monde fluide et c'est pour ça qu'ils se sentent assez bien dans pas l'apatridisme, c'est pas tout à fait ça, mais ils sont bien partout dans leur monde, et qu'ils aillent à Melbourne, à New York, à Sydney ou à Londres, ils se sentent assez bien. Mais je ne vais pas répondre à votre question, je vais le faire. C'est pas une manœuvre de diversion. Lorsque leur puissance est établie, et sur le plan de la conquête territoriale, et sur le gain démographique qui en a résulté, tout naturellement, leur langue est devenue donc de plus en plus prégnante dans la concurrence des langues importantes dans le monde, mais on va dire que jusqu'au milieu du XXe siècle,
l'anglais n'était pas véritablement hégémonique. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le français lui disputait, lui tenait largement la dragée haute, et que le français a même été quasiment langue universelle, lingua franca, allais-je dire presque, du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. On a été supplanté parce que le poids politique, le poids économique bien sûr, mais le poids de la réputation, le poids de l'amour que l'on pouvait avoir pour la France a considérablement décru avec le temps, et que lorsque le désamour apparaît, l'amour pour la langue disparaît aussi. Et donc il est remplacé aujourd'hui par cette espèce de borborigme infâme qui est cette langue, car ce n'est pas une langue, c'est un borborigme, soyons clairs, qui est parlé à peu près partout dans le monde comme nouvelle lingua franca, tout simplement parce que c'est la seule façon, hélas, de se comprendre aux quatre coins de la terre, si je puis dire. Donc voilà. Mais cette progression de l'anglais comme langage universel s'est faite au fil du temps très lentement et a accompagné la montée en puissance de l'hégémonie politique anglo-saxonne à travers la montée de la puissance de l'Empire britannique, notamment sous Victoria, sous la reine Victoria, et au-delà, après la guerre de 14-18, par le transfert de puissance anglo-saxonne dans le monde américain, mais qui reste parfaitement lié. Donc l'erreur est de voir l'Amérique comme une concurrente de l'Angleterre. Donc ça reste des cousins très proches qui ont fait, à mon avis, une alliance depuis peut-être la guerre de 1812, qui était une guerre de rivalité maçonnique, à mon avis, où les nouvelles colonies anglo-saxonnes, majoritairement anglo-saxonnes d'Amérique, je pense que les loges américaines voulaient s'affranchir de la tutelle de la Grande Loge nationale d'Angleterre. Mais elles se sont réconciliées après la guerre, en convenant d'une espèce de condominium, chacun dans son domaine de compétences ou d'aire géographique, une espèce de condominium de conquête du monde, car c'est toujours ça dont il s'agit. Ces gens-là donc se transmettent de génération en génération la volonté de conquérir le monde par tous les moyens possibles et imaginables. Ça, j'en ai vraiment l'intime conviction. Il faut également admettre que l'affaiblissement considérable de la France depuis la deuxième moitié du XIXe siècle a contribué également au recul de la prédominance française et par votre conséquence tout à fait. Au bénéfice de la référence absolument. Absolument. Et je crois que là vous mettez parfaitement le doigt sur quelque chose d'important, cher monsieur, et notamment sur le fait que lorsqu'un peuple est vaincu, et malheureusement nous avons été vaincus toujours par procuration, essentiellement par procuration, ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé. Encore une fois, le jeu des Britanniques, puisque donc c'est surtout avec les Britanniques que nous avons eu affaire entre, on va dire, cette époque-là, même avant, donc même la guerre de 100 ans, on peut remonter sans doute à la guerre de 100 ans, et même sans doute encore avant. Entre cette époque et Waterloo, donc la principale puissance dominante de l'époque, c'est l'Empire des Habsbourg. Donc Autriche et Espagne, et Provinces-Unies, qui forment un bloc continental extraordinairement dangereux pour l'Angleterre. Et donc le principal souci des Britanniques à l'époque, c'est de casser la puissance des Habsbourg et donc de Philippe II d'Espagne. Ce qu'ils parviennent à faire avec un coup de chance phénoménal qui a été la grande tempête, avec une victoire donc navale qui l'a accompagnée. Une tempête qui a quasiment réduit à néant le projet d'invasion de l'Angleterre, hélas. Et, comment dirais-je, néanmoins, la puissance espagnole reste en place jusqu'à Rocroi. C'est la France qui reprend de l'énergie, qui reprend la prééminence sur le continent européen à partir de la bataille de Rocroi, où nous défaisons, grâce au prince de Condé, nous défaisons la puissance espagnole pour la première fois depuis de nombreuses décennies. La puissance militaire espagnole était colossale sur tous les territoires d'Europe où leur armée était quasiment invincible. Eh bien, l'armée française, donc à Rocroi, défait la puissance espagnole et commence 2 siècles d'hégémonie, quasiment 2 siècles d'hégémonie française qui vont de Rocroi à Waterloo. Et à partir de Waterloo, lorsque la France est hélas défaite, les élites françaises vont à Londres. Elles vont à Londres. Et c'est extraordinaire de s'apercevoir que la littérature française, la peinture française va désormais chez le maître. Et le comble, quand on y réfléchit, c'est que le neveu
de l'empereur, était un anglophile, un anglolâtre distingué, qui a passé une grande partie de sa vie à Londres. Et que la guerre de Crimée, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, de 1856, est une guerre strictement anglo-saxonne. C'est une guerre maritime, c'est une guerre de contrôle des détroits du Bosphore, l'interdiction des Britanniques qui ont une vision géopolitique que n'ont pas les Français, soyons clairs, ou très peu, ou très mal, mais surtout pas à l'époque. Donc l'intérêt de la Grande-Bretagne est de bloquer l'Empire russe et de l'empêcher de prendre le contrôle des Dardanelles et donc le contrôle de Constantinople, et déclare la guerre avec la France qui suit, sans aucun intérêt stratégique. La guerre de Crimée, avec notre zouave, il est là-bas, sur le pont d'Alma, héroïque. Parce qu'évidemment, quand la France va faire la guerre, elle le fait avec la Furia Frances, de manière héroïque. On a pris la tour Malakoff, ça vous parle, Malakoff aussi, de manière héroïque, face à des soldats russes qui se sont battus également de manière héroïque. Mais les dizaines de milliers de morts que nous avons perdus dans cette guerre ont été au service exclusif des intérêts britanniques. La France n'y avait aucun intérêt. Je croyais quand même me rappeler qu'il y a eu une autre cause qui n'était pas secondaire de la guerre de Crimée, c'était la défense des lieux saints. Ça, c'était le prétexte. Ça a été, mais ça a été une des raisons fondamentales, au moins extérieurement, parce qu'il est très difficile de juger la pensée des gens. Ça a été une des causes fondamentales de la décision de Napoléon III. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il est resté respecté longtemps, dans les milieux, jusqu'à une période récente, dans les milieux du Moyen et du Proche-Orient. C'est ce qu'on dit dans les livres d'histoire, effectivement, la fameuse question d'Orient, à laquelle je ne crois guère. Je ne pense, la France ne s'est jamais vraiment battue pour des régions religieuses depuis les croisades, à l'époque où effectivement donc, elle défendait les chrétiens d'Orient de manière valide. La rivalité entre l'église orthodoxe russe et la prééminence. En Angleterre, en 1000, je ne sais pas combien, tout à fait. À la fin du XIe siècle. Tout à fait. Et c'est ça le point de départ, en quelque sorte. Les Anglais parlaient français, on parlait français à la cour d'Angleterre jusqu'au XVe siècle. Mais quand Aliénor d'Aquitaine épouse un Plantagenet, les guerres retombent, si je puis dire. Donc oui. Et je pense qu'effectivement dans la vieille haine et dans ce vieux conflit franco-britannique, je pense que d'avoir perdu définitivement la guerre de 100 ans, car ils l'ont perdu au bout du compte, ils l'ont toujours pas digéré. Ça, j'en suis convaincu. Effectivement, ils ont parlé français, ils conservent toujours les fleurs de lys dans leurs armoiries, je crois, et leurs devises absolument, et je crois que c'est tout simplement parce que, pour eux, le royaume de France, c'est leur royaume. Mais comme ils ont entendu leur ambition à la terre entière, il était évident que le petit royaume de France, donc maintenant, il y a bien peu de choses par rapport à leurs ambitions. Vous avez parfaitement raison. À ce près, néanmoins, que je ne pense pas que les Anglais aient gaspillé leur argent et leur énergie pendant des siècles pour haïr la France. La haine n'est pas du tout un ressort, une idéologie qui sert à combattre et à gagner les batailles sur mer. Et ce n'est pas par haine de la France qu'ils ont vaincu la grande armada espagnole dont je parlais tout à l'heure. Je ne cherche pas du tout à vous conclure, à contrer systématiquement vos intérêts. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais je trouve malgré tout que votre exposé comporte un certain nombre de parties prises ou de lacunes qui lui retire une partie de sa force de conviction que je suis le premier à bien vouloir reconnaître. Écoutez, monsieur, je vous remercie pour votre intervention. Je ne crois pas avoir parlé de haine de la part des Britanniques à l'endroit de la France, ni même d'aucun des peuples qu'ils convoitent. Je pense que... à différentes reprises. Facilité d'employer, c'est donc de manière, comment dirais-je, non, de manière subliminale, je pense. Vous avez dû l'entendre de cette manière. Je n'ai pas souvenir de haine, parce qu'effectivement, je pense que ce sont des gens très froids. Leur grand jeu. Ce sont des commerçants. Voilà, tout à fait. Ce sont des gens très froids, pragmatiques, et donc effectivement, je ne pense pas qu'ils vouent au monde une haine inextinguible. En revanche, de manière très froide, ils vont vous faire disparaître, donc sans le moindre regret. C'est leur intérêt, c'est évident. Ben voilà. C'est nous qui ne le sommes pas assez
et dans la défense du français, et Est-ce dans que la je- défense Oui. de la vigueur, Oui. de la Oui. puissance française. Donc, Et parce que c'est très bien accuser l'adversaire, vous avez parfaitement raison, c'est une réaction qui est parfaitement logique et normale. Mais peut-être aurions-nous eu intérêt à essayer, nous, de nous fortifier et éventuellement à faire contrepoids ou équilibre à la puissance anglaise. C'est ça. je pense que pour ce faire, il aurait fallu que nous ayons une vision méta-historique et surtout donc diachronique. Pardonnez-moi ces barbarismes, mais je crois, bon, il est clair que l'exposé que je vous ai fait est très, comment dirais-je, très léger donc, par rapport à ce que l'on pourrait dire sur ces notions qui sont quand même assez complexes et profondes. Je crois que véritablement, lorsque l'Angleterre a épousé la religion protestante, et cette religion particulière de religion protestante, je pense qu'elle a épousé en même temps une vision du monde métahistorique et gnostique qu'elle a intégrée, et qu'en intégrant cette vision du monde, elle a intégré la très longue durée. Et à ma connaissance, il y a peu de peuples qui partagent cette vision du monde. Il y a le peuple d'Israël et les anglo-saxons qui ont cette vision métahistorique et sur la longue durée. Ils sont intimement convaincus l'un et l'autre d'être un peuple élu, d'être un peuple avec une destinée manifeste, d'avoir été choisi soit par un dieu, soit par cette destinée manifeste, pour accomplir un destin, et que leur grande particularité que n'ont pas les autres peuples, ni les Français, ni les Allemands, ni les Russes, c'est d'avoir transmis cette intime conviction qu'ils sont appelés soit peuple élu, soit peuple apte à gouverner le monde, à dominer le monde, et qu'il y a eu une concomitance, une alliance entre ces deux visions du monde à cette époque charnière de la révolution élisabéthaine. Car il y a une véritable révolution à l'époque élisabéthaine. Je me demande, Karina, Non, monsieur, je pourrais poser une question. Mais on est Y là pour a-t-il une vision post-républicain? Une vision post. Est-ce qu'on pense déjà à ceux qui peuvent suivre la chute de la République française? Mais je comprends mal votre question, donc comment dirais-je, donc pardon, je suis de conflit, mademoiselle, mais je comprends mal votre question, donc J'aimerais savoir, y a-t-il quelque part en France oui. on réfléchit sur une vision post-républicaine? Ah, aujourd'hui, vous voulez dire donc à ce qu'on pourrait faire demain en sortant de la République? Je crois que oui, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des cercles qui réfléchissent, il y a des monarchistes qui aimeraient bien revenir au statu quo ante, donc qui aimeraient bien revenir à l'époque monarchiste. Il y a des... Mais cela étant, donc hormis les monarchistes, à ma connaissance, l'essentiel des cercles politiques qui pensent en France ne se pose pas en ennemi de la République. Donc le seul parti qui est en dehors de l'arc constitutionnel d'après le système, d'après la doxa, ce serait le Front National qui se bat la poitrine tous les jours et qui confesse son amour de la République française depuis son origine. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'hormis les différents cercles monarchistes, il y en a un certain nombre en France, je ne crois pas qu'il y ait de vision post-républicaine, donc à ce jour, bien établie. Mais pour en revenir à la Russie, Oui. il est certain que ça me rapproche de la région du Donbass, il est certain que la Russie, et c'était la base même du régime tsariste, était convaincue de réaliser également, elle, la volonté de Dieu, en préservant et en défendant les terres orthodoxes qui étaient celles de l'Europe orientale et la Russie. C'est vrai. Et par conséquent, elles exécutaient elles aussi la volonté de Dieu, et c'est une des raisons du caractère absolu, notamment du caractère tsariste. Et cette volonté de Dieu était une volonté qui était profondément ressentie par les Russes, dans la mesure où il y avait une fraternité réelle, au moins théorique, entre le tsar et ses sujets, qui lui devaient une révérence totale, mais le tsar de son côté devait un total dévouement à chacun de ses sujets. Et on connaît un certain nombre de scènes, d'ailleurs, dans lesquelles on voit l'empereur, ou le tsar, selon les cas, par exemple à l'occasion des décabristes, qui bénit la population qui l'acclame et qui vient donner le baiser de paix à un certain nombre de Russes, de simples Russes, du simple peuple qui était autour de lui,
en priant ces gens à qui il avait donné un baiser de répandre le baiser du tsar sur les milliers de personnes qui assistaient à la cérémonie. Et pendant un certain nombre de minutes, on entendait les gens qui étaient sur la place à l'occasion de l'affaire des cabristes, on voyait les gens et on entendait les gens qui s'embrassaient entre eux. Et alors c'est un facteur très important, en particulier quand il est question de la Russie, parce que c'est également ce qui nous intéresse, et en particulier de la raison de la Russie post-soviétique, c'est qu'on retrouve précisément, d'une certaine façon, les Russes sont en train d'essayer de reconstruire, normalement ou artificiellement, ça je laisse la question de côté, mais ils sont en train d'essayer de reconstruire les mêmes bases, en quelque sorte, de pouvoir et de relations entre les sujets et le souverain, comme avant 1917. Et c'est une chose très importante, parce que je pense qu'il est bon, de façon que nous parlons de la Russie et du Donbass, les Russes, dans la mesure où ce qui mobiliser les Russes, c'était l'amour qu'ils portaient au tsar et l'amour qu'ils se portaient entre eux et l'amour que le tsar leur portait, il n'était pas nécessaire de développer un système juridique très développé, puisque chacun s'aimait, par conséquent il ne pouvait pas y avoir de difficultés, et comme le disaient les hommes politiques russes encore au début du XXe siècle, il n'est pas nécessaire de traduire juridiquement les rapports entre les patrons et les ouvriers, parce que les rapports qui existent sont des rapports d'amour et de confiance réciproque. Et d'une certaine façon, cette idéologie, si idéologie il y a, est partiellement en train de se ressusciter quand on assiste notamment aux séances par lesquelles le métropolite de Moscou contribue à sanctifier par sa présence le régime actuel russe. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont également aussi importants que Je d'autres. peux me permettre, ce que vous venez de dire est tout à fait intéressant, parce qu'on imagine mal un monarque britannique faire ce que vous avez décrit. Donc je vois bien là une différence fondamentale entre la forme d'hégémonie que nous impose l'anglois, j'aime utiliser le terme d'anglois, et ce que furent les Russes. Les Russes d'ailleurs, nous ont-ils inquiétés dans l'histoire? Par la connaissance. On n'a pas eu de guerre de 100 ans avec les Russes. Oui, mais ils étaient loin. Oh, ils étaient loin quand il a fallu, ils sont venus jusqu'à Paris sous Napoléon. Oui. Hein? Oui. Si les Russes veulent, ils viennent. Hein? Oui. On est, vous savez là maintenant, là, si on n'avait pas justement le président Poutine, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que, hein, si on n'avait pas le président Poutine là maintenant, l'Europe tout entière serait à feu et à sang. Hein, il faut peut-être s'en souvenir. On lui doit tout. Hein. Bienheureux les artisans de paix, le royaume des cieux leur appartient. Maintenant, il y a peut-être des fauteurs de guerre. Mais s'il vous plaît. Attendez, madame, on va essayer d'équilibrer un petit peu les questions. On reviendra avec vous après, monsieur. Oui. S'il vous plaît, vous n'avez pas, je crois, fait le rapprochement avec les exercices militaires terrifiants des États-Unis en Pologne à l'heure actuelle, jusqu'à la frontière. Je n'en ai pas parlé effectivement, mais on... Il y a eu 2000 parachutes. Absolument. Je l'ai su que par l'Humanité. Oui. Il y a eu un grand article dans l'Humanité il y a 2-3 jours Oui. demandant à la France de se réveiller, de sortir de l'OTAN. Oui. Et ils ont dit on est au bord de Ils la n'ont jamais été aussi bien inspirés. Absolument. Je n'ai pas l'heure de dire l'humanité, madame, je le regrette, mais lorsque l'humanité parle ainsi, donc je suis tout à fait d'accord avec ce journal, en l'occurrence. Effectivement, il y a eu des manœuvres très récemment faites par l'OTAN. L'OTAN, de manière très nette depuis quelques mois, fait monter la pression, fait monter les enchères pour manifestement créer le plus rapidement possible, et à mon avis pour masquer la crise économique et financière colossale qui ne peut manquer d'exploser à tout moment. Il est clair que lorsque les États de la planète entière sont endettés dans des proportions inimaginables, Alors, oui. dans des proportions abyssales, je ne me rappelle plus. Donc, 260 000 milliards de dollars, il faut le mettre par écrit. Il faut savoir. 260 000 milliards de dollars. Absolument. Les sommes sont absolument inouïes. Et donc, j'avais lu un article il y a quelques années. L'ensemble de ces dettes mises bout à bout, si on les transformait en tonnes d'or, la terre entière ne suffirait pas à représenter. Donc, il faudrait, pour un être humain, jamais la terre n'avait fourni de quantité d'or suffisante pour payer ne fût-ce que le centième de ces dettes. Donc la véritable raison des crises, des guerres
récente que nous avons donc avec la montée en puissance de l'OTAN sur le flanc oriental de la Russie, de la communauté économique indépendante, des États indépendants, c'est une volonté de dissimuler l'explosion nucléaire et financière inévitable qui nous pend au nez, et que donc pour ce faire, la guerre est le meilleur moyen, surtout la guerre loin de chez soi. Donc réfléchissez maintenant une seconde à la raison pour laquelle l'Angleterre vient de quitter l'Union européenne, vient d'abandonner l'Union européenne, et que peut-être que la City était parfaitement, de manière discrète, en faveur de ce Brexit, de cette sortie de l'Union européenne, et sachant que si la guerre a lieu, elle aura lieu comme d'habitude en Europe, que bien évidemment, comme d'habitude, c'est les Polonais et tous les pays intermédiaires qui vont se faire laminer, alors que c'est eux qui appellent à la guerre de la manière la plus ridicule et la plus débile qui soit, et les Américains seront, eux, à 3500 km de là. Voilà. Et l'Angleterre sera neutre dans ce conflit, éventuellement. Voilà. Dans cette revue scientifique-là, j'ai vu que les États-Unis ont réussi leur essai, un nouveau missile qui va à 5 fois la vitesse du son, soit à 7500 km/h. Alors, j'ai vu ça. 7500, c'est une revue scientifique. Très bien. J'ai vu effectivement passer cette information. Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions militaires, il y a ici des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en la matière. Ce que je crois savoir, et ce que j'observe en tout cas donc, depuis un certain nombre d'années, sur les différentes évolutions techniques et technologiques manifestées par les deux camps, si je puis dire le camp occidental et le camp russe, il semblerait que la Russie, qui était au tournant du siècle extraordinairement en retard par rapport au camp occidental, il semblerait que dans les 10 années qui ont suivi, donc de 2000 à 2010, un effort colossal ait été fait sur le plan de la remise à niveau de l'armée russe et du complexe militaro-industriel russe, qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, manifestement, la Russie domine l'Occident sur le plan conventionnel et probablement également sur le plan nucléaire. Maintenant que les Américains soient capables de travailler avec les centaines de milliards de dollars qu'ils investissent dans le domaine militaire pour, comment dirais-je, faire sortir un missile capable de dépasser X fois la vitesse du son, ils en sont bien sûr capables. Les derniers articles que j'ai vus sur la question, me semble-t-il, c'était que l'information officielle donnée ne correspondait pas à la réalité et que le tir de ce missile avait été un échec. Il me semble avoir vu ça cette semaine. Mais cela étant, bon, on est à l'orée d'une guerre et que donc on est déjà dans la propagande de guerre entre information et désinformation. Donc ne prenez pas ce que je vous dis de manière plus réaliste et plus crédible que ce que vous avez lu. Je prends simplement ça avec des pincettes. Il y a eu plusieurs incidents qui sont produits en matière de furtivité. Il semblerait que les Russes aient mis au point un système embarqué, c'est-à-dire qui peut être mis sur n'importe quel type d'avion, par exemple, de brouillage, qui leur a permis, notamment en mer Noire, de survoler, je crois que c'était la frégate USS Cole, Donald Cook. Voilà, Donald Cook. Ils avaient tous leurs écrans noirs, ils sont passés une douzaine de fois. En plus, ils ont bien choisi leur avion, ils ont pris un avion qui était dépassé. Ils n'ont pas pris le dernier Sukhoi 35 ou je ne sais quoi. Ils ont également un avion furtif qui est le Sukhoi 50, je crois, qui est complètement équipé de ce côté-là et qui passe totalement inaperçu. Et ce dispositif embarqué est peut-être à l'origine, peut-être, je reste prudent, de l'abattage du MH17, car on imagine que si c'est un système embarqué, il a protégé l'avion du président Poutine, qui avait été au Brésil pour voir la Coupe du Monde, et ensuite a assisté au sommet des BRICS, et qui rentrait du 16 au 17, et qui a survolé avec 37 minutes d'avance le vol MH17, qui a survolé un coin de l'Ukraine, voilà, du Donbass, et qui donc n'a pas été aperçu, alors qu'il y avait je reste au conditionnel, les missiles des Ukrainiens étaient en batterie, il y avait 2 AWACS sur zone, 3 missiles, ça c'est dans tous les articles en plus, parce qu'ils prétendaient avoir vu le tir d'un bouquet-main, soi-disant parce qu'ils avaient les moyens de le voir, et donc ils nous ont révélé qu'ils avaient des satellites partout, très bien, et des AWACS partout. Alors, ils l'ont pas vu.
Et du coup, ils ont envoyé la chasse. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais d'ailleurs pas si c'était un pilote ukrainien, parce que certaines personnes que j'ai rencontrées qui s'y connaissent et qui sont m'ont dit non, ils n'ont pas la capacité. Ça devait être si c'était un pilote ukrainien, il venait du Canada. Et si c'était pas un pilote ukrainien, ça pouvait très bien être un Polonais. Au passage, ces pilotes, il y a un certain nombre de pilotes qui ont été mutés, hein, faut le savoir. Il faut savoir également que un missile bouc à main, si réellement il a abattu cet avion, si c'est un missile bouc à main qui a abattu cet avion, il ne peut pas l'avoir fait par erreur. Et là, je suis formel, je suis un spécialiste des armements soviétiques. Hein. Il y a un système de radar veille, long track, enfin appellation OTAN, qui prend en compte l'avion qui arrive. Cet avion, si c'est un avion civil, il a une signature avec un transpondeur, que le couloir dans lequel il se trouvait était un couloir civil, d'accord, parfaitement identifiable, une altitude où normalement les Ukrainiens n'avaient pas d'ennemis, puisque l'emploi des avions ukrainiens sur zone, c'était des avions d'appui au sol, des Sukhoi 25, d'accord, donc qui au contraire n'ont pas du tout intérêt, en plus qui ne sont pas capables de se maintenir longtemps à haute altitude. Alors on nous a dit qu'ils s'étaient cachés dans le sillage, etc. Mais c'est impossible de confondre la signature d'un tout petit avion de chasse ou d'un petit avion d'appui au sol avec un avion de cette envergure, c'est impossible. Donc ensuite, l'information est transmise au SA-11, qu'on appelle le bouc à main, hein, qui dispose d'un radar lui-même sur le tracteur réacteur-lanceur, qui s'appelle le Fire Dome, en appellation OTAN, et qui prend en compte, selon une fréquence précise, qui renvoie un écho, et qui le récupère, il a un récepteur, et donc il ne peut pas y avoir de changement de fréquence. Donc une fois qu'il a son objectif en acquisition, on ne peut plus se tromper. Donc d'un côté de l'autre, il ne peut pas se tromper. S'il abat cet avion, c'est volontairement. Et on ne voit pas l'intérêt de l'abattre un avion de ligne. Sauf s'il y a un président à bord. On est bien d'accord sur l'hypothèse. J'aurais voulu rajouter un point sur ces questions de maîtrise des systèmes de missiles et de contre-mesures électroniques destinés à aveugler l'adversaire. Il est probable que ce soit grâce à la Russie quand, fin août 2013, quand François Hollande était prêt à lancer l'armée française en accompagnement des Américains pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Il est très probable que ce soit ces mesures électroniques, de contre-mesures électroniques russes, qui ont abattu, je dis bien abattu, 2 missiles Tomahawk américains qui avaient été lancés et qui devaient être le prélude à une offensive généralisée contre Damas, qui avait été largement préparée depuis des mois, et à partir de la Jordanie et à partir de la Turquie, et que donc ces 2 missiles américains abattus par probablement prise de contrôle électronique de leur système gyroscopique. C'est-à-dire que donc les Américains aujourd'hui lancent des missiles dont la maîtrise est perdue en l'air et récupérée par l'ennemi potentiel. Et que donc c'est à ce moment-là que les Américains ont stoppé immédiatement l'ordre d'attaquer Bachar el-Assad. Et que l'explication un peu alambiquée qui a été trouvée pour que les Américains ne perdent pas la face, parce que bien évidemment cette information n'est pas sortie à la une du Monde ni de TF1, c'est que, alors il y a eu deux hypothèses. Donc il y a eu les Israéliens qui se sont commis pour dire qu'ils avaient lancé par mégarde un missile qui avait malheureusement explosé en vol, et que donc c'était la raison pour laquelle tous les pays limitrophes en Méditerranée avaient pu apercevoir sur leurs écrans radars les traces de ce missile et de sa disparition. Donc ça, c'est les Israéliens qui se sont commis là-dessus. Il y a eu un autre site israélien qui a fait état d'essais météorologiques qui auraient donné des résultats bizarres. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Américains sont rentrés piteusement chez eux. Et je finis, je laisse la parole juste après. Et pour que les Américains, pour qu'Obama ne perde pas la face, Poutine a demandé au président Bachar el-Assad de bien vouloir sacrifier son stock de produits chimiques de manière à laisser les Américains se retirer du conflit dans lequel ils étaient entrés, en annonçant, rappelez-vous, ça en revanche était public, que la ligne rouge avait été franchie, n'est-ce pas, suite à l'usage d'armes chimiques. Eh bien, pour que les Américains se retirent du conflit, la tête haute, entre guillemets, mais la queue basse, donc on a fait cette fausse histoire de suppression du stock d'armement chimique. Non, mais ça c'est vrai sur ce coup-là, mais il ne faut pas être trop schématique.
structures de force qui dominent la politique étrangère et qui sont souvent en opposition. avec les autres. Tout on est d'accord. Je ne suis pas dans le détail, c'est la vérité. Et puis aussi... Et qui peuvent même se battre ensemble, comme c'est le cas actuellement. Et d'un point de vue plus global, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de discorde chez l'ennemi, parce que le Brexit, c'est pas très gouvernance mondiale quand même. Non, c'est Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a la montée de Trump. Tout ça ne vient pas au hasard. C'est pas un immense. C'est pas une victoire de la démocratie. C'est qu'il y a des forces qui agissent dans ce sens-là. Et donc la montée de Trump, c'est la montée d'un isolationnisme américain. La montée de Clinton, n'en parlons pas. C'est un cauchemar. Mais c'est peut-être aussi la montée de Trump non prévue. Et je pense qu'il y a un resserrement, effectivement. Il y a une partie qui est assez gouvernance mondiale, ça peut précipiter qui voit le les choses, monde un peu sous une forme de rhizome très important parce qu'en global. période d'élection, Et puis il y a des suprématistes anglo-saxons ou anglais qui sont dans une logique plus westphalienne entre guillemets. C'est d'où la victoire du Brexit, soutenue notamment. Alors on dit c'est le petit peuple, mais non, Robert Murdoch, ces gens-là sont pas le petit peuple. On est d'accord. Ce sont des oligarques. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et je pense que le Brexit ne serait jamais passé s'il y avait une vision unitaire dans le monde anglo-saxon. Ça, c'est une réflexion importante que tu fais et que je partage effectivement et qui permet donc de remettre un peu en perspective. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre. Tout à fait. De mettre en perspective et en relativisant tout ce que je vous dis depuis le début de cet exposé. C'est beaucoup moins simple et beaucoup moins manichéen qu'il y paraît. Bon, là, je dirais que le peu de temps qui m'était imparti m'a obligé à aller un peu de manière un peu simplificatrice pour émettre certaines idées, mais il est clair que donc le système est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Il y a des forces antagonistes au sein de ce système qui peuvent s'affronter et qui peuvent parfois se faire infiniment de mal, et fortement. Petit exemple illustrant que le système peut se mordre la queue lui-même. Rappelez-vous l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Il est clair que M. Strauss-Kahn est indubitablement un agent du système, au même titre que l'était Michel Rocard récemment disparu, ou Nicolas Sarkozy, ou François Hollande, ou X petit majordome ou petit commis pro-anglo-saxon. Mais M. Strauss-Kahn, à l'époque, patron du FMI étant un des instruments de domination des anglo-saxons et du système de gouvernance mondiale, M. Strauss-Kahn, de mon point de vue, complotiste évidemment, a été victime d'un complot. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident, donc ça je le reconnais. Vous avez peut-être vu, si vous êtes penché sur l'affaire, la vidéo de l'hôtel enregistrée deux gardes du corps, qu'on n'a pas identifiés en revanche, mais qui se marraient comme des baleines, en voyant que l'affaire avait l'air de marcher. Donc en voyant les vidéos et en voyant la petite Nafissatou Diallo sortir de la chambre en pleurant, il m'a violé, il m'a violé. Donc ça y est, on l'a piégé, le Frenchie. Et pourquoi on l'a piégé? Eh bien peut-être parce que l'agenda de M. Strauss-Kahn qui obéissait à une logique mondialiste. Il est resté dans la logique mondialiste. Mais on l'avait vu quelques semaines auparavant en Libye avec M. Kadhafi, semblant entrer dans la logique du dinar or, ce qui ne va pas très bien avec certaines autres logiques mondialistes. On l'avait vu également M. Strauss-Kahn émettre un accord de principe sur les DTS, donc les droits de tirage spéciaux pour sortir du dollar. Eh bien, peut-être que c'est pour cette raison que certains, d'autres, ont fait tomber M. Strauss-Kahn. Voilà. Et donc le système est capable, et heureusement, c'est pour ça que malgré notre toute petitesse, notre côté ridiculement pauvre et faible, on regarde l'immensité et de la force apparente du système, celui-ci peut parfaitement échouer. C'est le fameux principe d'hétérotélie dont parlait le sociologue Monroe, Jules Monroe. On peut partir d'un point A à un point B, mais on arrivera inévitablement au mieux à un B', au pire à un Z. Voilà, parce que l'humanité est ainsi faite que tout projet, aussi bien coordonné soit-il, aussi bien préparé soit-il, n'aboutit, lorsqu'il est d'envergure et
monté pour se faire sur des siècles, aboutira inévitablement à des effets pervers et des effets inverses à ce qui était prévu initialement, et c'est heureux ainsi, et Dieu merci. Voilà. Oui. J'ai vu quelque part Oui. que c'était les Russes qui approvisionnaient les satellites américains. Alors, je ne crois pas que ça ne se passe pas comme ça. En revanche, bon, il y a des missions spatiales communes qui restent établies depuis des décennies et qui sont toujours, qui fonctionnent toujours, même lorsque la situation est très chaude sur le plan diplomatique ou même militaire. Il y a toujours des accords, comment dirais-je, américano-russes qui fonctionnent pour le fonctionnement, par exemple, de la station spatiale ISS, donc qui est une station russe. Pour les satellites américains, peut-être qu'il y a, ça m'étonnerait que ce soit vrai pour les satellites militaires, mais peut-être qu'il y a certains accords que je ne connais pas qui autoriseraient, moyennant finance, les Russes à alimenter ou changer de batterie certains satellites de télécommunications américains, pourquoi pas, mais là j'avoue que je suis totalement ignorant en la matière. Ils sont tous en panneaux solaires. Alors je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Ou changer les batteries, enfin changer les panneaux qu'ils avaient abîmés par... je ne sais pas. Donc là j'avoue que je ne suis pas compétent pour répondre à votre question. Et sait-on quel est le rapport du budget américain de défense par rapport au budget russe de défense? Ah bah ça je peux vous dire. Oui, donc Je peux vous le dire, j'ai les éléments. de mémoire, donc c'est un rapport de 1 à 100 quoi, à peu près. Donc, Au moins, dans le rapport qui est immense. Bah, Par conséquent, il est certain que la Russie marque énormément de points, mais il ne faut pas s'imaginer d'un autre côté qu'elle se livrerait à des imprudences mal calculées. c'est-à-dire, pour préciser votre question. Des imprudences qui risqueraient d'avoir des conséquences beaucoup plus importantes que celles qu'elle avait imaginées au départ. Oui, donc il est évident que la Russie fait attention, donc, mais la Russie ne veut pas la guerre, ça j'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu. Et à ce sujet, d'ailleurs, la Russie ne veut pas la guerre, il était question tout à l'heure de 1815. Bon, c'est la Russie qui a sauvé Paris, c'est plus exactement Alexandre Ier qui a sauvé Paris en 1815. Parce que notamment les Prussiens désiraient tout raser. C'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Le budget militaire des Américains, 690 milliards de dollars. Alors ça, ce sont des chiffres qui datent de 2011. 690 milliards de dollars. Le budget par rapport à ça de la Chine, 129 milliards de dollars. Donc, et c'est à chaque fois 4% du PIB. Et la Russie, 64 milliards de dollars. Exactement, c'est ça. Ça fait 10% approximativement. Donc, quelle que soit la puissance de la Russie diplomatique et militaire, il ne faudrait pas risquer de l'encourager à se lancer dans des opérations qui, en l'état actuel des rapports de force, pourraient dépasser ses moyens. Et de toute façon, il faut faire confiance à Poutine pour ne pas s'engager dans une pareille voie. C'est ce que... Avec les impondérables. Ça veut dire qu'effectivement les populations du Donbass vont être massacrées, qu'il y aura une épuration ethnique, comme on en a connu en Yougoslavie, et que finalement, parce qu'au Kosovo, je crois qu'il doit rester 5000 Serbes à peu près, c'était le cœur de la Serbie, c'était le verrou, ils avaient tenu tête à l'Empire ottoman, ce sont les gens qui ont défendu la chrétienté contre vents et marées, nous devons tout à nos frères serbes, nous leur devons tout, y compris à ce jeune chevalier qui a essayé d'assassiner le sultan en 1389 à la bataille de Kosovo-Polier, qui s'est introduit dans le camp du sultan pour aller assassiner dans sa tente. Nous devons tout à notre frère serbes et nous les avons trahis. Non seulement nous les avons trahis, mais la Cour de justice européenne a justifié l'agression occidentale vis-à-vis... M'en parlez pas, j'ai du mal à parler de Oui, ce mais sujet. elle est payée par l'Amérique, elle est faite par l'Amérique, il n'a pas le droit d'être mis en accusation. De toute façon, Tu as assez de mal à aborder ce sujet et de manière sereine. que pensez-vous de l'utilisation du RMB comme monnaie qui essaie de faire la Chine, l'Inde et la Russie ensemble, en disant que 3 gros pays contre l'Amérique arriveront peut-être à faire... Alors ça c'est un... Non pas basculer. Je ne suis pas donc là encore un spécialiste des questions financières. Cela étant, donc il est clair que le président Xi Jinping et Vladimir Poutine essayent de contrebalancer l'hégémonie anglo-saxonne par la mise en place de ce qu'ils ont appelé la multipolarité. Et effectivement, donc, la multipolarité est la seule façon de contenir
l'avancée des anglo-saxons. Cela étant, je crois, mais je vais répondre à votre question sur le renminbi. Je pense que les Américains, puisque c'est eux qui ont la main, je dirais, technologique et financière aujourd'hui, je pense qu'ils ont loupé le coche. Ils ont loupé le coche car ils ont eu une fenêtre de tir durant les années Yeltsin, où la Russie était à ramasser, était par terre. Elle était par terre, donc elle n'avait plus d'industrie, son armée était en déliquescence, elle n'avait plus d'économie, elle n'avait plus de finances. Et le peuple était extraordinairement pro-occidental, Oui. puisque donc il sortait de 70 ans de soviétisme, et que donc les portes ouvertes au consumérisme font que, à cette époque-là, l'immense majorité du peuple russe aurait embrassé la cause de l'Occident, même si l'Occident avait, je dirais, un peu forcé la chose pour s'implanter à Moscou. Mais je pense que... Ils l'ont demandé en plus. Ils l'ont demandé, effectivement. Donc je pense que, et c'est un point qu'il faut retenir également quand on parle des anglo-saxons, ce sont des gens extraordinairement prudents, comme tous les gens de la mer d'ailleurs. Un bateau, on n'en a qu'un, si on perd son bateau, on coule. Hein. Donc il y a un petit côté pusillanime chez les anglo-saxons que l'on a vu aussi dans leur façon de faire la guerre. Regardez, pour prendre une période récente, Montgomery, ses atermoiements, ses hésitations face à Rommel. Donc on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples militaires où les Anglais ne manquent pas de courage, c'est pas mon propos, mais sont parfois donc atteints de pusillanimité et hésitent avant de charger sa broquère. La Furia française, ils ne connaissent pas. Et à mon avis, ils avaient cette occasion, cette fenêtre de tir entre la chute de Gorbatchev et l'arrivée de Poutine. Ils n'ont pas saisi parce qu'ils se sont dit on va y arriver par l'argent. Et effectivement, leurs agents d'influence. La Russie a été dans ces années-là, je connais des amis qui connaissent bien la Russie de cette époque. La Russie a été non seulement pillée, mais en même temps infestée de virus occidentaux, d'individus qui sont venus pour, comment dirais-je, pervertir l'université, les médias, toute la nomenclatura soviétique avait disparu, a été remplacée par une nomenclatura occidentale ou occidentalophile qui fait que l'idéologie russe a disparu à cette époque-là, ayant épousé la cause de l'Occident. Donc je vais revenir quand même à votre question sur le rôle. Je vais finir. On est d'accord. Mais pas seulement eux, hein. Pas seulement eux, c'était leur rôle, mais pas seulement eux. Et pour revenir aux questions financières, encore une fois, dont je ne suis pas spécialiste, il y a manifestement de la part du président Poutine et du président de la République populaire de Chine une volonté de sortir de l'hégémonie du dollar, qui est un point d'orgue, puisque c'est avec le dollar que les Américains nous dominent depuis Bretton Woods. Le dollar, c'est notre argent, mais c'est votre problème, avait dit, je ne sais plus quel hiérarque américain. Non, c'est pas Nixon qui l'a dit. Enfin, peu importe. Donc le dollar est notre monnaie, mais votre problème, on est en train d'en sortir, mais parce que le dollar n'a plus aucune valeur. Le dollar a perdu 50 fois sa valeur depuis les accords de Bretton Woods. Il était à 35 $ l'once. Quand Nixon est sorti en 71, le 15 août 71, il a abandonné la convertibilité. Le dollar a commencé à se casser la figure. Actuellement, il est à 1700 $ l'once. Et il a perdu 50 fois sa valeur. Absolument. Donc il est clair que on doit revenir vers un système d'échange international pour les échanges auxquels l'humanité est confrontée depuis que le monde est monde, à une monnaie, une scripturaire qui est une valeur réelle. Donc est-ce qu'on va revenir au standard or? Ça m'étonnerait, mais il est clair qu'aujourd'hui, Chinois, Russes, Iraniens réfléchissent à un système alternatif dont le DTS avec Strauss-Kahn était une hypothèse, c'est un des moyens de sortir de l'hégémonie du roi dollar. Et aujourd'hui, donc la monnaie chinoise, où le panier se mettant en place éventuellement avec le rouble, et dans lequel la City est partie prenante, car dans la fameuse banque chinoise qui est menée, il y a un ancien directeur anglais du FMI qui est présent. Voilà, et que peut-être que dans l'évolution que la City et les dirigeants anglais, cette fois-ci, peut-être en concurrence avec le bateau perdant américain, peut-être que la City a anticipé plusieurs fers au feu, bien sûr, et se rapproche de la future domination chinoise par l'économie en jouant la carte du yuan ou du renminbi, si vous préférez. Bien sûr. C'est une hypothèse qu'il faut prendre en considération.
Pardon? C'est pour cette raison, d'après vous, qu'il faut sortir du Brexit? C'est une hypothèse que j'ai mise devant vous. Le Brexit, donc... C'est une hypothèse. Le Brexit, ça quand même, ça va nous revenir dans la figure, parce que on a tous... Enfin, moi, je suis contre cette Europe lobbyiste, atlantiste, etc. Mais elle a eu un mérite, un seul mérite, c'est que comme les Polonais et toute la bande là qui était à l'intérieur, ils sont pas... Nous, on n'a pas envie d'une guerre, hein, on a tous les défauts, on est consuméristes, mais quand on est un peu trop dans son divan à regarder son match de foot, on n'a pas envie de partir à la guerre. Et donc finalement, cette Europe que j'ai toujours voulu voir disparaître au profit d'une Europe des nations, qui irait donc de Lisbonne à Vladivostok, parce que c'est plus à l'est, Lisbonne. Et donc cette Europe, que j'appelle de mes voeux, c'est pas du tout celle qu'on avait, hein, mais elle a empêché les Polonais, les Ukrainiens, les Tchèques, les Bulgares, les Roumains, cette espèce de cordon qui part en fait de la Baltique jusqu'à la Caspienne en passant par la mer Noire, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans le Caucase, etc., hein, ce qui se passe en Syrie actuellement, et avec le Kurdistan qui est le château d'eau de la région, hein, sur tous les fleuves qui irriguent tous ces pays, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de Kurdistan. Hein, les frontières, elles sont là justement pour que tout le monde ait sa flotte. Donc ce cordon sanitaire face à la Russie, parce que c'est face à la Russie, hein, où ils ont voulu aller jusqu'à la mer d'Aral, hein, parce qu'ils avaient une base en Kirghizie, en Ouzbékistan. Bon, pour l'instant ça n'a pas trop marché, mais voilà, ils voulaient aller jusqu'à la mer d'Aral. Donc sur l'ancienne route de la soie, c'est l'histoire du monde, la route de la soie. Il faut lire Robert Stoker. Et donc cette politique, hein, qui a donc échoué parce que nous, les Européens de l'Ouest, avons empêché les nouveaux Européens de l'Est qui étaient avec nous, et embarqués dans nos institutions, de s'y lancer. Maintenant qu'on est sorti, l'Europe va éclater, et si nous n'avons pas l'intelligence de faire cette Europe que nous attendions, l'Europe des nations, gaulienne, et non pas gaulliste, je reprends vos termes, eh bien nous allons le prendre dans la figure, parce que du coup, on va avoir ces crétins... Les Polonais pourraient être un pont, un trait d'union entre l'Europe et la Russie. Au lieu de ça, comme des idiots, ils sont une barrière dérisoire qui sera laminée. Comme disait tout à l'heure Emmanuel Leroy, ce sera le champ de bataille, sera chez eux comme d'habitude. Tant pis pour eux. En plus, pour le profit de gens qui sont protestants alors que les Polonais sont catholiques, qui les méprisent comme ils méprisent les Irlandais. Ils les ont utilisés dans leurs usines de bagnoles à Détroit comme des esclaves. Oui. Hein, ils les méprisent parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont slaves. Slave en anglais, c'est le même mot, ça vient d'ailleurs de esclavonie. C'est le peuple où les chrétiens allaient chercher leurs esclaves quand on n'avait pas le droit de mettre des chrétiens avant qu'ils soient christianisés. Et enfin, sachez-le, quand nos histoires belges, hein, les histoires belges, les Américains, ils ont les mêmes, mais ça commence par « Did you hear about the Pole » Est-ce que vous avez entendu parler du Polonais qui, hein, de l'histoire du Belge qui? Ben, ils ont les mêmes histoires, ils les méprisent totalement. Et comme ils ne respectent jamais leurs engagements, les Polonais vont se le prendre dans la figure, ils n'auront rien compris. J'ai une manière de, vous m'excusez, hein, j'ai une manière d'expliquer cette chose-là. Un pacte avec l'anglois est toujours un marché de dupes. Et pour expliquer ça, j'ai une formule très simple. Sans entente cordiale, pas de Mercel Kébir. Sans entente cordiale, pas de Mercel Kébir. Si la marine française ne s'est pas défendue à Marcel Kébir, c'est parce qu'on se fait tirer dessus par des alliés. Regardez comment les Américains ont bombardé le nord-ouest de la France après le débarquement de Normandie. Les Américains ont fait en France plus de morts que les Allemands. Bien sûr. La Géorgie actuellement. Oui, la Géorgie pour l'instant donc est un peu calmée. On va dire que depuis le départ de M. Saakachvili, contraint de partir de manière un peu forcée, pour cause de corruption, prévarication, j'en passe et des meilleurs, et recasé à Odessa, puisque vous avez vu qu'il a été nommé gouverneur d'Odessa par la grâce de M. Poroshenko. Donc apparemment le régime au pouvoir en place à Tbilissi actuellement a l'air, je ne dirais pas pro-russe ni même philo-russe, mais en tout cas nettement moins pathologique que n'étaient les institutions du temps de M. Saakachvili. Donc la situation est relativement calmée. Cela étant, donc la Géorgie reste dans l'orbite occidentale. Il est clair que les anglo-saxons et les Israéliens
continue toujours à agir en Géorgie pour avoir un territoire d'entrée, une porte d'entrée dans la Russie, au cas où. Mais indubitablement, les relations commerciales, économiques d'une manière générale entre la Géorgie et la Russie ont été rétablies. Incroyable. Des chiens d'anglais. Qui hurlent avec les loups. Pardon. Qui hurlent avec les loups. Pardonnez-moi, ça m'a échappé. Donc, je n'ai pas de haine contre les Anglais, j'aime beaucoup ces gens-là, chez eux, comme Jeanne d'Arc évidemment, mais non, je n'ai pas de haine contre les Anglais, donc il arrive même qu'on puisse en trouver des sympathiques. Moi, j'assume mon anglophobie. Moi aussi, pourquoi la reine d'Angleterre a-t-elle personnellement insisté pour que l'anneau de Jeanne reste en France et qu'il ne fasse pas c'était la petite... C'est une affaire personnelle. Oui, absolument, absolument. Et pourquoi? Qu'est-ce que politiquement il y a derrière? Politiquement rien, symboliquement beaucoup. Je pense que la reine d'Angleterre, alors ça c'est une hypothèse toute personnelle, donc n'enregistrez pas si vous... Oui. A-t-il, à votre avis, un rapport quelconque avec le Bilderberg? Ah oui. Oui, donc là, si vous me posez des questions comme ça, donc on va briser la nette, monsieur. il est clair que bon, ensuite Oui, mais les Anglais, justement, à propos de la vengeance, du fait qu'ils n'ont pas digéré la guerre de 100 ans, oui, disent partout, on rachète la France propriété par propriété. Mais oui. Et ils le font, ils sont en train de racheter notre pays terre par terre. Oui, mais absolument. Vous allez en Aquitaine, précisément. Justement. Vous allez en... Tout à fait. Tout à fait. Bon, pardonnez-moi les amis, donc, mais la frère Thierry qui est responsable. Et les pays arabes font la même chose en nous disant c'est Poitiers. J'en suis conscient. Merci infiniment en tout cas pour votre attention, merci pour votre écoute.